Le principe d'une inégalité entre les hommes crée une différence de compétences qui peut être préjudiciable à l'un et favorable à l'autre. Et il y a une première forme d'inégalité entre les individus, c'est les inégalités naturelles. C'est les inégalités liées à la compétence de base. Par exemple, il y a des individus qui sont plus intelligents que d'autres. Des individus qui réussissent mieux les tests de QI que d'autres. Des individus qui naissent avec plus de poids que d'autres, qui sont plus lourds, qui sont plus massifs que d'autres. Des individus qui naissent plus grands que d'autres. Donc ça donne des avantages pour aller chercher de la nourriture dans certains sports, dans la vie de tous les jours, la vie sociale. Et il y a un deuxième type d'inégalité, lui, qui est socialement accepté, c'est les inégalités qui sont liées à la richesse, à la propriété, à l'argent. Tout le monde n'a pas le même salaire, tout le monde n'a pas le même revenu tous les mois. Mais ça, c'est une inégalité qui n'existe pas à la naissance. Ce n'est pas une inégalité qui existe à la naissance, c'est une inégalité qui est forgée, qui est bâtie par la société au fur et à mesure que les hommes avancent, en fonction de l'héritage, en fonction du travail, en fonction du mérite. En ce sens, les inégalités naturelles sont bien plus problématiques que les inégalités sociales, parce que les inégalités sociales sont acceptées par la société, et les inégalités naturelles, en réalité, eh bien, ce sont celles qui peuvent créer par la suite les inégalités sociales, parce que les inégalités naturelles, précisément, elles sont à la naissance, on ne peut pas s'en séparer, et ça va peut-être créer un avantage par la suite, un avantage social qui va justement générer ces inégalités sociales. C'est là qu'arrive Jean-Jacques Rousseau, et Jean-Jacques Rousseau essaie de soutenir exactement la thèse inverse. Il essaie de soutenir la thèse inverse, et la thèse inverse, elle dit quoi ? Elle dit en réalité que la vraie inégalité, ce n'est pas l'inégalité naturelle, c'est l'inégalité sociale. C'est l'inégalité morale, c'est l'inégalité politique. Pourquoi ? Tout simplement parce que les inégalités naturelles se compensent. Elles se compensent parce qu'il y a toujours un équilibre. Certains sont plus grands que d'autres, mais peut-être que les gens plus grands ont tendance peut-être à être moins beaux. Ils ont aussi peut-être tendance à être moins intelligents. Et finalement, chaque individu a ses avantages, ses qualités et ses défauts. Il a des avantages naturels, il a aussi des désavantages naturels. Et donc, à un moment donné, si on parvient à utiliser ces avantages et ces inconvénients, et à faire avec ces inconvénients, il y a forcément un équilibre qui va se créer. La thèse de Rousseau, c'est qu'il y a un équilibre des inégalités naturelles. Tout le monde ne peut pas être intelligent, mais tout le monde ne peut pas être fort non plus. Et donc, il va falloir savoir jouer sur ses forces. Par contre, les inégalités sociales, elles sont décidées par la société et elles vont créer des inégalités qui vont continuer de créer de nouvelles inégalités. Parce que si par exemple, on prend quelqu'un qui est riche et qui donne sa fortune à son enfant, eh bien, ça va créer une inégalité parce que l'enfant aura accès à une richesse, aura accès à une ressource supplémentaire et cette ressource supplémentaire pourra créer une inégalité par rapport à quelqu'un qui, lui, n'aurait que l'intelligence ou que la force. D'ailleurs, si on regarde bien, les gens les plus riches, les gens les plus puissants ne sont pas nécessairement les plus forts, ne sont pas nécessairement les meilleurs, ne sont pas nécessairement les plus intelligents. Ce sont simplement des individus qui ont bénéficié des conditions sociales. Et ce ne sont pas des individus qui ont travaillé, qui ont mérité, qui ont affûté leurs compétences naturelles. Non, ce sont des individus qui ont bénéficié d'un système qui faisait en sorte que ceux qui possédaient soient favorisés, à contrario de ceux qui ne possèdent pas. Ceux qui possèdent de l'argent sont plus à même d'être soignés dans de meilleures conditions, sont plus à même d'avoir une meilleure éducation, sont plus à même d'avoir une meilleure nourriture, et tout ça va faire que, à la fin, ce sont des individus qui vont pouvoir bénéficier d'avantages sociaux, économiques, culturels, humains, tandis que d'autres, malgré des aptitudes qu'ils pourraient avoir, eh bien parce qu'ils ne possèdent pas de capital culturel, économique, humain, eh bien pourraient être laissés de côté, pourraient subir certaines inégalités, certains contextes sociaux. Rousseau se pose alors la question, comment on sait d'où viennent ces inégalités sociales ? Comment il s'est avéré qu'aujourd'hui, certains possèdent beaucoup d'argent, tandis que d'autres possèdent moins d'argent ? Selon un rapport de 2018 de l'ONG Oxfam, récompenser le travail, pas la richesse, les 26 personnes les plus riches du monde possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, soit environ 3,8 milliards de personnes. Les 1% les plus riches de la population mondiale détiennent plus de 45% de la richesse mondiale. Et donc, comment on en est arrivé là ? D'où viennent ces inégalités sociales
ces inégalités politiques. Alors Rousseau, pour essayer de comprendre ça, il fait un exercice de pensée où il va essayer de comprendre ce qui a fait que les inégalités sociales ont pu être créées et ce qui a fait en réalité que la société a pu être créée. Parce que c'est la société qui crée les inégalités. Les vraies inégalités sont le fait de la société. Les vraies inégalités sont le fait de la société. Elles ne sont pas le fait de l'état de nature. Elles ne sont pas le fait de la nature. Elles sont le fait de la société parce que ce sont ces inégalités qui vont créer de grandes différences entre les individus et ces grandes différences vont donner un accès aux ressources absolument inégal, injustement réparti, qui va créer justement le fait que certains individus vont être en position de domination dans la société. Pour comprendre ça, Rousseau fait un exercice de pensée qui est assez complexe et il consiste en un principe très simple, essayer de comprendre l'homme tel qu'il est à la racine. C'est-à-dire essayer de comprendre l'homme dans sa nudité, dans tout son dépouillement, ce qu'il est au plus profond de lui-même, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qui le caractérise. Mais Rousseau remarque que si il essaie de caractériser l'homme en le regardant tel qu'il est dans son environnement, eh bien, il pourrait manquer la véritable nature de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que la société ait transformé l'homme. Pour donner une certaine image, comment être sûr qu'un prisonnier est tel qu'il serait s'il était en dehors d'une prison ? Ce n'est qu'en dehors de la prison qu'on peut voir quelle est la véritable nature, quelle est la véritable identité d'un prisonnier. Parce que c'est là qu'il a la liberté de se comporter tel qu'il veut se comporter. Et dans cette métaphore, c'est la société qui pose problème pour bien comprendre ce qu'est l'homme. Parce que la société, elle imprègne l'homme, elle le contraint à certaines règles dès la naissance. Et en ce sens, comprendre l'homme en le regardant tel qu'il est dans la société, c'est mécomprendre l'homme, ce n'est pas comprendre sa véritable nature. Précisément parce que la société donne à l'homme des caractéristiques qu'il n'a peut-être pas s'il n'était pas en société. Et d'où vient l'homme ? Il vient d'abord de la nature. Donc c'est en nature qu'il faut comprendre l'homme. C'est regarder l'homme avant qu'il ne soit mis dans la société afin qu'on puisse comprendre quelles sont ses caractéristiques. Qu'est-ce que l'état de nature ? L'état de nature, c'est un concept utilisé en philosophie politique qui désigne précisément un état hypothétique. C'est un état hypothétique, c'est-à-dire que c'est un état qui est une supposition. C'est-à-dire qu'on suppose, on pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que au moment où les auteurs rédigent, pourquoi est-ce qu'ils supposent ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de science qui est constituée comme la préhistoire ou l'archéologie. Il n'y a pas de moyen définitif de savoir, de connaître ce qui s'est passé avant que l'homme n'entre en société. C'est pourquoi ils font des suppositions, des supputations, des hypothèses. Donc l'état de nature, c'est un état hypothétique et qui désigne précisément le moment où vit l'homme avant l'avènement de la civilisation, avant l'avènement de l'État, avant l'avènement des sociétés. Il y a trois philosophes principaux sur cette question de l'état de nature. Il y a Hobbes, il y a Locke et il y a Rousseau. Je vais juste préciser la version de Hobbes ici parce que celle de Rousseau s'oppose complètement, point par point, à celle de Hobbes. Alors la version de Hobbes de l'état de nature, c'est qu'est-ce qui est la caractéristique principale de l'état de nature ? Comment les hommes vivent avant qu'ils ne soient entrés en société ? Bien, la thèse de Hobbes, c'est que l'état de nature, c'est un état de déséquilibre violent. C'est un état de guerre. C'est un état où structurellement et spontanément, à cause de la mécanique des passions, les relations à autrui prennent un tour polémique. C'est un état invivable, c'est un état misérable, c'est un état inhumain. Qu'est-ce qui va se passer en réalité ? C'est que les individus ont tendance à, comme il n'y a pas de police, comme il n'y a pas de justice, comme il n'y a pas de règles édictées, bien ils vont avoir tendance à s'engouffrer dans toutes les libertés possibles, voler, tuer, piller, arracher. L'état de guerre est inévitable dans l'état de nature. Parce que s'il n'y a pas de protection, eh bien automatiquement, les hommes vont s'entretuer les uns avec les autres. Et c'est la loi du plus fort qui va l'emporter. Ni plus ni moins. État de rareté, état de déséquilibre parce que les ressources sont limitées. Et les ressources étant limitées, il va y avoir une rivalité pour ces mêmes ressources. Et cette rivalité va conduire à la destruction des individus, des protagonistes de la rivalité. Peu de moyens techniques également à mettre en œuvre pour obtenir de la nourriture rapidement, facilement, comme avec l'agriculture. Et donc automatiquement, comme les ressources sont limitées, comme les moyens techniques sont peu élevés, les hommes finissent
par se battre entre eux. Rousseau va lui avoir une vision complètement à l'opposé de Hobbes sur l'état de nature, sur la façon dont l'homme vivait avant qu'il entre en société. Pourquoi pour Rousseau l'état est complètement différent? Ou plutôt l'état de nature est complètement différent. Pour Rousseau, Hobbes fait une lecture rétrospective de l'état de nature en prenant en compte l'homme qu'il est tel qu'il est aujourd'hui. Et Rousseau constate que pour Hobbes, l'homme qu'il est tel qu'il est aujourd'hui, c'est un être qui est dangereux en lui-même, qui a beaucoup de désirs, qui est prêt à tuer l'autre, et la société fonctionne comme une sorte de barrière, une sorte de protection qui permet de faire en sorte que les individus restreignent leurs émotions négatives, leurs pulsions de domination, leur volonté d'exterminer, leur arrachement à la civilisation. Donc dans les hommes, dans l'état civil, ce sont des bêtes jugulées. Ce sont des bêtes qui sont en prison et en cage, et si on les libère, eh bien elles vont tout déchirer, tout manger autour d'elles. Or, ce que dit Rousseau, c'est que c'est la civilisation qui a fait des hommes des bêtes. C'est la civilisation qui a fait que les hommes sont prêts à se tuer les uns avec les autres. C'est la prison qui a transformé la nature de l'être humain. Mais ce n'est pas l'être humain en lui-même qui est ainsi. Et Rousseau va justement montrer que l'état de nature, c'est pas du tout un état de guerre de tous contre tous, mais au contraire, c'est un état d'équilibre. C'est un état d'équilibre, un état de bonheur, un état d'assurance, un état de paix. Déjà, premièrement, Rousseau critique la notion de ressources limitées. Pour lui, dans l'état de nature, il y a un état d'équilibre qui est systématique et qui est toujours reproduit. D'abord parce que les ressources sont en équilibre. En effet, dans l'état de nature, il y a moins d'individus, il y a moins d'êtres humains. Et ils vivent de manière très souvent solitaire. Et donc, il y a suffisamment de ressources pour les individus. Il y a un état d'abondance même en réalité des ressources. Parce que les êtres humains n'ont pas besoin de tant de ressources que ça pour survivre, pour vivre. Si je prends par exemple les besoins d'un homme moyen, disons 2300 kcal par jour, c'est tout à fait possible de trouver, si je suis un homme de Cro-Magnon, que j'accepte de tuer des bêtes, et que ça ne me pose pas de problème légaux ou éthiques, je peux tuer un bœuf par semaine en réalité, et ça peut me faire largement mon nombre de rations pour tous les jours. Je coupe à cela quelques fruits que je peux trouver sur des pommiers, quelques graines, quelques légumes que je peux rencontrer, éventuellement peut-être un peu de riz ou un peu de blé ou du sarrasin que je pourrais cultiver, et le tour est joué. J'ai pas besoin de tant de ça de nourriture. Et en fait, ce que dit Rousseau, c'est que on a besoin par exemple de beaucoup de nourriture, on a l'impression qu'on a besoin des ressources illimitées, tout simplement parce qu'en société, on est toujours poussé à consommer, à vouloir, à désirer plus, toujours plus. Et ici, un bœuf par semaine, pour quelqu'un qui n'a pas forcément d'autres opportunités, c'est largement suffisant pour prendre soin de soi, de sa santé. De plus, il y a un rapport sensible à soi. On vit dans le temps présent, on vit dans l'instant présent, on vit vraiment connecté à l'environnement. On n'est pas dans un désir, création de désirs factices fait par la société. Il n'y a pas des gens qui vous disent qu'il faut acheter tel ou tel produit parce que c'est bien. Non, vous vivez simplement avec ceux qui vous entourent et c'est terminé. Il n'y a personne qui est là pour vous dire comment vous devez vous comporter. Il n'y a personne qui est là pour vous dire combien vous devez manger. Il n'y a personne qui est là pour créer, susciter des désirs, des besoins chez vous. Vous vivez la plupart du temps seul, dans la jungle, dans la nature. Donc il y a un état finalement d'abondance en soi-même et autour de soi. La seule chose qui pose problème dans l'état de nature, c'est la maladie éventuellement, la faim. Parfois on peut rencontrer la faim en effet. Peut-être parfois une solitude, une certaine forme d'isolement, mais globalement on peut vivre comme ça dans l'état de nature sans que ça pose de problème et sans qu'il y ait de concurrence et sans en fait qu'il y ait de guerre qui soit générée entre les humains. Trois autres précisions faites par Rousseau. D'abord l'aspect physique également de l'état de nature, c'est un état d'équilibre parce que l'être humain est dans une identité de son rapport naturel au monde. Il n'est pas coupé du monde par la ville, par l'urbanité, par les conventions. Il est dans un rapport spontané et essentiel à son environnement. Deuxièmement, c'est à ce moment-là que l'homme fait l'expérience de la liberté la plus absolue parce qu'il n'y a absolument aucune contrainte. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de règles prédéterminées. C'est lui qui sent ce qu'il doit faire et qui le fait. Rousseau appelle la capacité de l'être humain à être libre justement sa perfectibilité. Et la perfectibilité, c'est le fait qu'il puisse décider, il puisse choisir de faire selon ses choix. Et ça, c'est une capacité qu'on a vraiment et qu'on peut expérimenter vraiment que quand il n'y a aucune entrave, que quand il n'y a aucune limite à notre liberté. Enfin, la troisième chose, c'est que l'homme
n'est pas souvent en contact avec les autres hommes. Ce qui crée les désirs, les rivalités, les dangers de guerre, c'est précisément le fait qu'il y ait des humains dans un même espace, dans un même endroit, et qui se rencontrent et qui sont en désaccord sur tel ou tel point, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, que ce soit économique, que ce soit social. Et c'est ces désaccords-là, ces points de friction qui vont créer des conflits, extrêmement violents, qui vont créer des conflits armés comme la guerre. Et justement, dans l'état de nature, les hommes vivent plutôt isolément, plutôt seuls. Et parfois, les gens se rencontrent, mais ce sont des rapports sporadiques, contingents, accidentels. On se rencontre simplement peut-être pour passer un peu de temps ensemble, se reproduire, avoir un enfant, l'élever, mais ensuite on repart de son côté, seul. Et il n'y a pas d'organisation, de récurrence dans la manière dont les gens doivent se mettre les uns ensemble. Par exemple, il y a un moment de récurrence tous les jours dans les embouteillages. Les humains sont dans un même endroit, dans un même espace, la route, pendant une certaine période de temps. En général, les migrations pendulaires aux alentours de midi et ou de 17 à 19 heures, là où tous les gens se rencontrent. Et la société organise ces rencontres et donc organise des potentiels points de friction. Alors que dans l'état de nature, il n'y a pas de potentiel point de friction qui est organisé. Les hommes vivent les uns à côté des autres. S'ils veulent se rencontrer, ils se rencontrent. Et s'ils veulent pas se rencontrer, ils vont pas se rencontrer. Et même la nature va faire qu'ils vont pas se rencontrer. Puisque si je prends l'état de nature, donc c'est un tas, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moyen de transport extrêmement rapide, extrêmement efficace comme aujourd'hui. Quelqu'un qui habite en Antarctique va jamais rencontrer quelqu'un qui habite en Afrique du Sud. C'est impossible. Donc la plupart du temps, la nature même gère la façon dont les humains vont se rencontrer et se mettre ensemble. Et c'est que lorsqu'ils se mettent ensemble qu'il y a des guerres, la nature va infléchir la direction et le mouvement des hommes de sorte qu'ils ne se rencontrent que lorsqu'ils en ont véritablement besoin. Conséquence, l'état de nature est un état d'équilibre. C'est un état d'équilibre où il n'y a pas d'inégalité. Les inégalités sont extrêmement faibles. Et dans leurs effets, les inégalités n'ont quasiment aucun effet. Et l'état de nature n'est donc pas à l'origine de l'inégalité sociale. En ce sens, Rousseau, et c'est la conséquence de sa conception de l'état de nature, il réfute l'idée que la société soit la destination naturelle de l'homme. Il réfute la thèse selon laquelle l'homme est un animal social. Cette thèse est absolument clé parce qu'elle remet en cause un présupposé aristotélicien qui dit précisément que l'homme est un animal social. Ça veut dire que dans sa nature, l'homme est fait pour être en société. Et Rousseau dit précisément non. Précisément, l'homme n'est pas fait pour être en société. Au contraire, s'il veut être heureux, s'il veut vivre paisiblement, s'il veut vivre avec des ressources illimitées, il doit vivre dans un état de solitude, à l'état de nature, et certainement pas dans un état de société, là où la rencontre avec ses semblables risque de créer et de causer énormément de soucis. Ainsi, il réfute aussi Hobbes, qui pense que la société nécessairement doit arriver parce que, précisément, elle permet à l'homme de canaliser ses passions. Au contraire, pour Rousseau, la société crée les mauvaises passions, elle crée le danger. Et en ce sens, il n'y a pas de progrès dans la civilisation, il n'y a pas de progrès à entrer en société pour l'homme. Il n'y a qu'une régression, il n'y a qu'un détournement du chemin. Rousseau donne également deux arguments économiques et sociaux qui montrent que l'âge des cabanes c'est le moment où l'homme vit dans les cabanes, donc quand il est dans l'état de nature, qui montre que l'homme des cabanes n'est pas dans une société dominée par la conflictualité comme peut l'être une société classique. Les deux raisons principales, c'est d'abord que les rapports sociaux ne placent pas les individus dans la dépendance liée à la division du travail social. La société prend la forme d'un commerce indépendant. C'est le sens de la liberté. Chacun fait de son côté. Chacun fait sa maison, son champ, son blé, ses ressources, sa famille, de son côté. Et il n'y a pas des individus qui sont dans la dépendance. Et le fait de créer des individus dans la dépendance, le fait que j'ai besoin d'aller au coiffeur, le fait que j'ai besoin pour me nourrir d'aller chez l'épicier, puis chez le boucher, puis que pour avoir mon salaire, je dois demander l'autorisation à mon patron, tout ça, créer les individus dans une dépendance fait baisser nos compétences et nous amène à un état d'esclavage, puisque je ne peux pas me nourrir par moi-même, je ne peux pas me trouver mon salaire par moi-même, et je ne peux pas non plus réaliser mes besoins propres par moi-même. Il faut que je demande à chaque fois à un individu, à une autre personne. Et de plus, ces liens sociaux sont des liens de dépendance. Et qui dit lien de dépendance dit
passion triste, dit risque de conflit, dit risque de rejet, dit risque d'intérêt. Et là où dans l'état de nature, les rapports sont fondés sur l'amour, et ce que Rousseau appelle la pitié c'est le fait que les humains vont spontanément avoir envie d'aider le prochain, et bien dans la société ça ne fonctionne pas comme ça. La société, ce sont les passions, le désir, l'envie, la jalousie qui sont les moteurs de la société. La société dans laquelle on vit est nommée par Rousseau la société commencée. La société commencée désigne la société telle qu'elle existe dans son époque, qui est caractérisée par l'injustice, l'inégalité, la corruption de l'homme. Et c'est une société qui est le résultat d'une évolution historique, et l'homme a quitté l'état de nature pour rentrer dans cette organisation qui a généré des conflits et des inégalités. Rousseau parle en revanche de la société commençante, et il s'agit d'une société hypothétique qui pourrait être créée si les hommes décidaient de vivre en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. Et les hommes seraient dans ces sociétés égaux, libres, et vivraient dans une harmonie naturelle. Et il va donner les règles, les possibilités, les solutions pour vivre dans cette société commençante dans justement son livre d'après qui est le contrat social. Je reviens au second discours. Maintenant qu'on a vu, qu'il y avait des inégalités naturelles, qui n'étaient pas problématiques, que c'était les inégalités sociales qui étaient problématiques parce qu'elles étaient fondées en société. Et en société, l'homme vit dans un état problématique, de déséquilibre, de guerre en fait de tous contre tous. Et l'état de nature est au contraire, lui, un état d'équilibre, où l'individu vit avec des ressources et des besoins illimités. Mais si l'état de nature est défini comme un état d'équilibre, comment ça se fait qu'on passe d'une société à une autre? Comment ça se fait qu'on passe de l'état de nature à l'état civil? Qu'est-ce qui crée le passage alors que normalement l'âge des cabanes devrait être un état d'équilibre, un état d'harmonie? Qu'est-ce qui va faire ce basculement? L'état de basculement ne peut être produit que par une seule chose, l'homme lui-même. Et plus précisément, l'homme lui-même, le travail. Le travail, en fait, c'est un processus qui va arriver spontanément. Et le travail va créer la division du travail social. C'est-à-dire qu'on va commencer à devenir de plus en plus spécialisé. On va devenir capable de créer une chaussure, mais incapable de faire autre chose. On ne pourra pas réparer sa dent. On va devoir demander à un médecin. Mais pour réparer sa chaussure, on peut le faire. Mais pour trouver un bon costume, il va falloir demander à une autre personne. Pour trouver sa nourriture, il va falloir demander à une autre personne. Le fait que l'homme commence à travailler, ça va créer des mutations sociales, des mutations dans la nécessité d'un rapport aux autres. Et cette nécessité d'un rapport aux autres, précisément, va être l'introduction de l'inégalité. Les inégalités vont devenir en réalité des problèmes parce qu'il va y avoir au niveau de l'agencement du travail un calibrage des ressources qui ne sera pas optimal. Par exemple, dans la sphère économique, il risque d'y avoir des surplus qui vont permettre l'échange et donc la collaboration. Et ça va modifier le rapport aux ressources et aux besoins. Les ressources ne sont plus mesurées par les nécessités de la consommation, qui les épuise, mais par les possibilités du prélèvement. Ça veut dire que concrètement, l'accumulation, les surplus deviennent possibles et donc on peut orienter sa vie en fonction des stocks et donc avoir plus de temps, plus d'énergie pour faire autre chose, développer ses compétences, développer ses activités. Et ce développement de compétences, d'activités va amener à une spécialisation qui va conduire à la nécessité de liens sociaux pour réaliser l'ensemble des besoins des humains. Autre chose, c'est que le travail va automatiquement connecter les individus les uns avec les autres et cette connexion entre les individus va créer la société qui va créer les conflits. Alors, pourquoi est-ce que le travail va connecter automatiquement les individus? C'est parce qu'à partir du moment où on travaille, on va avoir besoin d'autrui parce qu'on va se confronter à des limites naturelles. Par exemple, la chasse, la cueillette ou l'agriculture nécessitent une certaine organisation des outils, ce qui conduit à des formes de coopération et d'échange entre les individus. Parce que pour la chasse, j'ai besoin d'outils, je vais devoir créer des outils et je ne peux pas me consacrer à la chasse si je suis en train de fabriquer mes outils, automatiquement. Et je ne peux pas me consacrer à la chasse si je suis en train de concevoir mes outils. Ce n'est pas possible. C'est à ce moment-là que va naître la propriété privée. Alors la propriété privée, c'est vraiment le nœud de guerre, le cheval de bataille de Rousseau, parce que c'est la propriété privée qui, en réalité, maintient les inégalités. Pourquoi est-ce qu'elle maintient les inégalités? Parce que c'est elle qui statue et qui prive les autres de telle ou telle ressource. À partir du moment où il y a la propriété privée, je ne peux pas m'approprier les ressources d'un autre, puisque précisément la propriété privée empêche autrui de se saisir de ce que moi je possède. La question que pose Rousseau, c'est comment on est la propriété privée? En fait, elle est la conséquence nécessaire, la conséquence directe et immédiate du travail. Le travail contribue à l'émergence de la propriété privée. Pourquoi? Parce que lorsque les individus travaillent, investissent leur temps et leurs efforts dans la production de biens, ils développent forcément un lien émotionnel avec ces biens, et ce lien émotionnel, ce lien de temps, ce lien de moments passés
eh bien, fait qu'on ne veut pas rendre ce travail, on ne veut pas donner ce travail, on ne veut pas partager ce travail avec les autres. Si je passe 10 ans à cultiver mon champ, ça va être extrêmement difficile pour moi de donner ce champ au premier venu. Et comme je ne veux pas donner ce champ au premier venu, alors je vais faire en sorte de le protéger et de le garder pour moi, et de faire en sorte que les autres acceptent cet état de droit, cet état juridique, cet état de propriété, c'est-à-dire que les autres acceptent le fait que je sois le propriétaire de ce morceau de terre, de mon champ, et que il est normal que si jamais je me fasse voler, la société punisse celui qui m'a volé. Et il est normal que je ne puisse pas être volé. Ainsi, la propriété, qui nous paraît être quelque chose d'absolument normal, qui nous paraît être une donnée essentielle, notamment pour les libéraux, et même pour les communistes, et même pour les socialistes, et le fait qu'on puisse avoir droit à la propriété, eh bien Rousseau montre que c'est d'abord une contingence historique, c'est d'abord un processus issu de l'histoire, et non pas un rapport au monde évident, naturel et spontané. Parce que le fait de se dire « ceci est à moi », c'est une façon de se rapporter à son espace individuel, à son espace personnel. Or, on pourrait tout à fait penser à un rapport au monde où rien n'est à soi, où on ne possède pas. Et la propriété privée, c'est justement un rapport au monde où on dit qu'il y a des choses qui nous appartiennent et d'autres qui ne nous appartiennent pas. Certes, pour Rousseau, le développement de l'agriculture a permis à l'homme de se sédentariser, de créer des communautés plus stables. Donc il y a des aspects positifs à la propriété privée, mais ça a également conduit au fait que on doive s'approprier une parcelle de terre. Qu'à mesure que les communautés se développent, les terres cultivables deviennent de plus en plus rares. Et que certains individus s'approprient des parcelles de terre, ce qui fait qu'à la fin, il y a des monopoles. Et il y a des individus qui possèdent tout et les autres qui possèdent de moins en moins parce qu'ils ne sont pas arrivés au bon moment, parce qu'ils n'étaient pas dans les bonnes conditions, parce qu'ils n'étaient pas là où il fallait être. Aujourd'hui, vous arrivez dans un monde où les grandes positions, les grands domaines, les grandes sphères sont déjà possédées par des grands acteurs dans l'économie mondiale. Si vous voulez vous intéresser au commerce de l'eau, par exemple, il y a déjà des personnes qui revendent et distribuent les ressources des principales sources d'eau du monde. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité d'infiltrer le marché, mais il y a des inégalités au départ de la course à l'accès à l'eau. Et cette accréditation sociale de l'idée de propriété fondée sur le travail est un problème en soi. C'est un problème en soi parce qu'on va créer une convention qui va justifier certaines inégalités. Il y a quelques problèmes, quelques conséquences négatives de la propriété privée et on peut ici en lister quelques-unes. D'abord l'inégalité, on l'a dit, la propriété privée crée des inégalités économiques entre les individus. Les personnes qui possèdent des biens sont en mesure de contrôler les ressources, tandis que les autres, ceux qui ne possèdent pas les biens, sont laissés sans défense. Ça peut conduire à des tensions sociales et des conflits entre les classes. La concurrence également. La société privée, la propriété privée crée une compétition féroce entre les individus. Les gens ont envie de posséder ce que l'autre possède. Et ça va créer un climat de rivalité et un climat de conflit potentiel. L'individualisme également est une conséquence de la propriété privée. On encourage les individus à penser d'abord à eux, d'abord à leur champ, d'abord à leur propriété, avant de s'intéresser à autrui. La guerre enfin. La guerre également. Rousseau considère que la propriété privée a conduit aux guerres, aux conflits entre les nations, parce qu'il s'agissait de conflits territoriaux. Et ça, ce sont des conflits de propriété, parce que la question est de savoir, est-ce que ce morceau de terre m'appartient ? Les conflits guerriers entre la France et l'Allemagne prennent aussi pour point de départ, parfois, Strasbourg. Et l'Alsace-Lorraine, qui est une région industrielle, donc une région clé, afin de bénéficier de certaines ressources avantageuses, qui sont très souvent source de tensions entre les individus, mais aussi envers les individus eux-mêmes. À partir du moment où ils sentent qu'ils ont moins qu'un autre, et qu'ils constatent que la différence, justement, les inégalités naturelles ne sont pas forcément corrélées aux inégalités sociales, que le fait que des gens puissants possèdent plus que nous, alors qu'ils ne sont pas plus intelligents, qu'ils ne travaillent pas forcément plus, qu'ils n'ont pas forcément de meilleures habitudes que nous, eh bien, tous ces gens-là possèdent plus malgré tout, et cela est un état d'injustice. Cela peut créer des tensions au sein de la communauté des hommes, et des hommes envers eux-mêmes. Dans la société, on est sans cesse amené à se comparer, on est sans cesse amené à prendre position par rapport à telle ou telle chose, parce qu'il y a toujours quelqu'un avec qui se comparer par rapport à notre expérience et par rapport à son expérience. Et cette comparaison, pour Rousseau, est source de malheur, source de souffrance individuelle, collective. Et une dernière conséquence, enfin, c'est
la distinction assez célèbre que Rousseau fait entre l'amour de soi et l'amour-propre. Pour Rousseau, l'amour de soi, c'est une tendance naturelle chez l'homme qui le pousse à préserver sa propre existence et à éviter la douleur. En revanche, l'amour-propre, c'est un amour de soi qui est déformé. C'est un amour de soi qui naît dans la société et qui pousse l'individu à chercher la reconnaissance et la supériorité sociale par rapport à d'autres. Rousseau montre que dans la société, eh bien, c'est l'amour-propre qui est généré avant l'amour de soi. Et l'amour-propre, c'est simplement vouloir flatter son ego. Alors que l'amour de soi, c'est vraiment prendre soin de soi. Un exemple assez simple pour illustrer la différence, ce serait l'individu qui fait de l'exercice, mange sainement, parce que ça relève de l'amour de soi. Parce que la personne veut prendre soin de son corps, être bien dans sa propre survie et dans son propre bonheur. En revanche, si cet individu se préoccupe uniquement des conséquences du souci de soi, c'est-à-dire le fait qu'il aura un beau corps, le fait que lui, il mangera plus sainement que d'autres personnes qui ne mangeront pas sainement, qui cherchera à être admiré et reconnu pour les autres et par les autres à cause de ses habitudes, et bien automatiquement, il ne prend plus soin de sa santé pour sa santé parce que ça lui apporte quelque chose à lui, mais simplement pour montrer aux autres comme signe de sa supériorité sociale. Rousseau distingue bien ainsi l'amour de soi et l'amour propre, l'amour de soi étant l'amour qu'on a pour nous-mêmes parce qu'on fait les choses pour soi, et l'amour propre, c'est l'amour qu'on a de nous parce que les autres nous renvoient une image sociale positive. Rousseau conclut en disant que on a tous une égalité face au droit. On est tous égaux dans la société, tous les mêmes droits, les mêmes possibilités, et c'est normal, c'est inscrit dans la Constitution, l'égalité c'est un fait de droit. Mais pour Rousseau, il y a un coup de génie parce que grâce au droit, on a légitimé les inégalités conventionnelles. On a fait en sorte que la propriété, donc le fait que certains possèdent plus que d'autres, soit normal. Alors tout le monde est égaux face au droit, mais quand certains bénéficient du droit, pas forcément grâce à leur mérite, mais simplement parce qu'ils étaient là au bon moment, eh bien ça remet en cause finalement, peut-être, l'égalité face au droit, que l'on a tous. Le droit est une structure admise par les hommes qui justifie les inégalités entre les hommes. Et la société ainsi perpétue un processus négatif, un processus conflictuel, un processus guerrier, un processus belliqueux, qui se perpétue, qui continue, et continuera de continuer, tant que les hommes ne pourront pas sortir de cette boucle de la comparaison, ne sortiront pas de cette boucle où les ressources sont limitées et sont accaparées par certains. Tandis que dans le même temps, on fait croire que les individus sont égaux les uns envers les autres, alors qu'en réalité, certains bénéficient d'avantages sociaux que la société légitime et admet comme avantages sociaux, alors que la société nous fait croire que nous sommes tous égaux les uns envers les autres. Dans le même temps, elle nous oblige à accepter notre infériorité par rapport aux citoyens, par rapport à nos propres concitoyens. La perte de la liberté aussi également, parce que Rousseau montre que la perte de la liberté individuelle est directement corrélée à la propriété, parce que à partir du moment où on a une propriété, eh bien on est dépendant d'elle, on est sans cesse en train de travailler dessus, en train de passer du temps avec elle, et ça nous empêche de réaliser d'autres expériences, de voyager, d'explorer le territoire, d'explorer la nature.